Who can say? It is we who make the choice, and the choice that makes us. Cette réplique, qui nous vient de l'excellente série Netflix Sense8, résume plutôt bien les 30 ans de carrière des génies créatifs que sont les Wachowski, et à qui on doit ce drame de science-fiction, mais aussi des films comme The Matrix, Cloud Atlas, Bound, ou encore Jupiter Ascending. Peu importe l'univers où se déroulent les actions, ou les histoires qui nous sont racontées, la même réflexion revient à chaque fois. Décide-t-on les choses par nous-mêmes, ou bien notre volonté est-elle dictée par le destin ? Si on devait résumer un peu la vie des Wachowski sur la question, la réponse c'est que c'est un peu un mix des deux, puisque le bagage culturel, l'éducation, la société nous poussent à aller naturellement vers un choix plutôt qu'un autre, mais en même temps il y a toujours une soupape de sécurité chez chacun de nous dans laquelle on peut normalement explorer d'autres idées en dehors de celles qu'on a consciemment ou inconsciemment programmées. Maintenant, si vous n'aviez pas cette soupape, mais que vous vouliez quand même exprimer un choix contraire à ce qu'on attend de vous, quelle serait votre réaction ? Est-ce que vous deviendriez violent ? Apathique, ou alors est-ce que vous ne perdriez pas tout simplement la raison dans un monde qui se moque complètement de ce que vous avez à dire ? Eh bien ces sujets je les ai retrouvés dans Indica, un jeu un peu étrange sorti récemment et dans lequel on suit une jeune nonne orthodoxe prise dans la lutte entre ses devoirs et ses envies dans un couvent perdu au milieu de la Russie. À cela s'ajoute une petite particularité et pas des moindres, c'est que la bonne sœur entend sans cesse la voix du diable lui susurrer tout un tas d'idées et de pulsions dont elle semble ne pas vouloir, mais qui lui sont suggérées tout au long du jeu. À la base, je n'avais pas du tout prévu d'en parler, mais c'est assez rare qu'un jeu vidéo évoque aussi frontalement la question de la religion, donc je m'y suis intéressé un peu, et si les thèmes abordés par les Wachowski vous parlent, il y a des chances que ça résonne chez vous. Avant d'aller plus loin néanmoins, je veux être réglo avec vous, je tiens à vous dire qu'on va dévoiler certains éléments clés d'intrigue, donc ce serait un peu dommage si vous voulez le découvrir par vous-même. Ceci étant dit, laissez-moi vous parler un peu de cet ovni vidéoludique qu'est Indica. Donc, très rapidement, Indica nous raconte l'histoire d'une jeune nonne russe vivant dans un couvent et qui tente tant bien que mal de s'adapter à un environnement qui lui fait très clairement comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue. Cette hostilité permanente de la part des bonnes sœurs est en partie motivée par les comportements étranges d'Indica, qui semble par moments être en proie à des visions et hallucinations où le diable en personne vient la tourmenter dans les pires moments possibles. Après avoir fait le faux pas de trop lors d'une messe, Indica est éloignée du couvent pendant quelques temps, les bonnes sœurs l'ayant missionnée pour aller délivrer une importante missive à un prêtre exerçant à Spassov, un patelin situé à plusieurs jours de marche de là. Prête à tout pour se racheter et se faire accepter par ses pairs, Indica accepte d'accomplir ce long périple à travers l'hiver russe, sans savoir ce que contient la dite lettre. Sur sa route, elle croise Ilya, un évadé en fuite aux bras affreusement mutilés et qui se rend lui aussi à Spassov, pensant qu'un miracle divin sur place lui permettra de retrouver l'usage de son membre. Après un long voyage et plusieurs péripéties, les deux compagnons d'infortune finiront par arriver à destination, mais pendant le trajet, Indica perdra progressivement sa foi et verra son âme confrontée aux pires situations possibles et imaginables pour elle, comme le fait d'être abusée par un gardien de prison en échange d'une potentielle libération, ou le fait de découvrir qu'elle a été en réalité excommuniée par les bonnes sœurs, qui ne cherchaient en fait qu'un prétexte pour l'éloigner du couvent. Accablée par tous ces événements, Indica finira par renoncer à sa quête pour être acceptée par les siens et cherchera sa propre voie plutôt que d'essayer de se conformer à la vision de ce qu'on attend d'elle. Voilà, je vous ai résumé l'histoire en quelques lignes, donc ça peut sembler banal de prime abord comme scénario, mais vous allez voir que tout dans cette histoire est méthodiquement pensé pour renvoyer plusieurs messages en sous-marin aux joueurs, et on va voir ça tout de suite. Si je vous parlais des Wachowski en préambule, c'est parce que le chemin initiatique d'Indica suit peu ou prou la quête d'un autre personnage phare de leur filmographie, un certain Thomas Anderson, plus connu sous le nom de Neo. Neo, qui est un hacker vivant dans une société où il est hanté par une impression d'irréalité, sent très clairement que quelque chose ne tourne pas rond. Très vite, il comprend que le monde factice l'entourant ne sert que de façade pour l'exploiter et le maintenir sous contrôle, dans une routine qu'il n'est pas censé remettre en cause sous peine d'être traqué et éliminé par les agents du système. De la même façon, Indica évolue dans un cadre qu'elle perçoit comme oppressif et carcéral, autant dans les dogmes qui régissent les lieux avec tout un tas de règles qu'elle désapprouve secrètement, que concrètement, puisqu'elle n'est pas censée quitter les murs de son couvent. Son chemin finira par la mener hors de l'enceinte de son monastère, vu qu'on la missionnera pour délivrer un important courrier à un homme d'église, mais en cours de route, poussée par la voix lui soufflant des injonctions dans sa tête, elle finira par découvrir la vérité, à savoir que ce courrier atteste de sa déchéance immédiate en tant que nonne, puisque ses semblables ont décidé unilatéralement de la bannir du couvent pour ses égarements et attitudes erratiques résultantes de ses nombreux troubles psychiques. Tout comme le monde faussé entourant Neo, Indica voit à travers l'hypocrisie des nonnes une institution religieuse censée l'aider dans son mal-être, mais qui au contraire la méprise profondément et la juge pour ne pas être docilement rentrée dans le rang. Dans les deux œuvres, les personnages sont donc les vassaux d'une organisation qui exerce un fort contrôle sur les individus, avec des agents du système censés veiller au grain que rien ne dépasse sous menace de rappel à l'ordre, et une quête de vérité et de rébellion qui pousse les personnages à remettre en cause l'ordre établi pour réaffirmer leurs identités et croyances. Et attention, je ne critique absolument pas la
religion d'Indica, que ça soit dit. C'est l'église orthodoxe dans le jeu, mais ce raisonnement aurait pu s'appliquer à n'importe quel autre environnement ou institution qui a un peu perdu de vue ce qu'elle était censée promouvoir à la base. En réalité, Indica est plus un jeu politique que religieux à proprement parler, puisque ses développeurs, exilés au Kazakhstan pour leur prise de position contre leur gouvernement, utilisent le couvent perdu au milieu de la toundra russe du 19e siècle pour parler de problèmes contemporains, exactement comme les Wachowski utilisaient la métaphore de la matrice pour parler de rébellion contre le système et d'aliénation de masse. Et pour finir sur les parallèles entre Neo et Indica, on peut souligner que les deux découvrent une vérité fondamentale sur eux-mêmes à travers le reflet d'un miroir, que ce n'est qu'une fois qu'ils quittent l'environnement qui les a conditionnés qu'ils peuvent enfin remettre en question leurs croyances, et qu'ils ont apparemment les mêmes goûts vestimentaires, mais bon là je digresse un peu. La première chose qui a capté mon attention, c'est ça là. Ces points qui sont affichés en permanence à l'écran tout au long du jeu. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais au premier regard ça n'a absolument rien à faire là, en plus d'être complètement anti-immersif comme procédé. Déjà parce que le scoring c'est vraiment quelque chose propre à des genres de jeux qui sont mais alors aux antipodes de ce que propose Indica, mais en plus, si on zoome un peu, on se rend compte que la typographie utilisée, c'est du pixel art. Un choix étonnant vu que le jeu est d'un photoréalisme saisissant dans certaines séquences et qu'il y a un véritable effort au niveau de la direction artistique pour planter un décor au relent gothique qui reprend l'héritage mémoriel typique de la Russie, comme le style byzantin ou l'ancienne architecture traditionnelle au bois. Donc à voir ces points, c'est comme si tu avais une peinture de maître devant toi et que dans un coin de la toile, tu remarquais qu'un petit malin avait planté un emoji de manière totalement random. Pourtant, le fait qu'il y ait un système de scoring et que ce dernier soit illustré de cette manière fait parfaitement sens et rejoint le propos du jeu. Et pour expliquer ça, il faut que je fasse un petit aparté très rapidement. Pour parler du fond avant d'évoquer la forme, il faut rappeler que quand un jeu vidéo instaure un système de points, il le fait généralement pour implanter des paliers de progression. Le cumul de scores se traduit souvent par une nivellation positive du niveau dans un arbre de compétences qui donne de nouvelles armes, outils ou fonctionnalités aux joueurs. Ce n'est donc jamais anodin et intrinsèquement lié à la notion de game design. Plus je fais d'actions, plus j'ai de points, plus mon niveau augmente, plus j'avance dans le jeu, bref, vous comprenez la logique. On serait en droit de se dire que la présence de cette mécanique dans Indica suggère que le personnage pourra développer des compétences et caractéristiques qui lui serviront plus tard dans l'aventure. On commence donc l'histoire en tentant de trouver comment récolter des points, en faisant des petites actions ça et là, mais avant même qu'on ait le temps de les dépenser quelque part, les développeurs du jeu brisent le quatrième mur par l'intermédiaire d'un temps de chargement, dans lequel on peut lire ce message. On pourrait imaginer qu'il s'agit d'une manière de titiller le joueur en le mettant sur une fausse piste ou en le trollant. Un peu comme des jeux qui s'adressent directement à nous pour souligner quelque chose de particulièrement cocasse, à la Stanley Parable ou le tuto dans Far Cry Blood Dragon. Pourtant, force est de constater que les développeurs avaient tout simplement dit la vérité, puisqu'on réalise que le fait de récolter des points sert tout simplement à récolter d'autres points. Il n'y a pas d'autre finalité que ça. Et c'est une leçon qu'on nous assène dès les premières minutes du jeu, quand une des nonnes du couvent demande à Indica de remplir un tonneau d'eau. Nonobstant le fait qu'une pompe soit présente et qu'il n'y a donc aucune nécessité à faire ce travail manuel et pénible, Indica s'exécute sans mot dire et va remplir le tonneau, sans ellipse ni temps de chargement. Donc il faut faire plusieurs allers-retours, lents, fastidieux, et dont on sait au fond qu'il s'agit d'une tâche totalement inutile, mais on s'y attelle quand même comme un bon Sisyphe, pour qu'au final... Voilà, tout comme pour la collecte de points, ça n'aura servi à rien. Et peut-être que la raison pour laquelle tout ça ne sert à rien, c'est parce que la foi d'Indica elle-même est construite sur des fondations fragiles, qui rendent son quotidien complètement dénué de sens. Mais ça, on va y revenir dans quelques instants. Donc on vient de voir que les points ne servent à rien. Maintenant, l'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont représentés ainsi ? D'ailleurs, pourquoi est-ce que la toute première scène du jeu, ainsi que les séquences de flashback de la jeunesse d'Indica sont en pixel art ? Eh bien, il y a deux raisons à ça, et je préfère vous prévenir tout de suite que ce que je vais dire tient de l'ordre de l'interprétation. Le style graphique des scénettes flashback contraste fortement avec les teintes sombres des séquences réalistes. Ce que je crois comprendre de cette direction artistique qui fait la part belle aux couleurs chatoyantes et aux sprites 2D, c'est qu'on a sous les yeux une clé de compréhension vitale pour appréhender la psyché d'Indica. Elle regrette son passé, qu'elle idéalise comme étant plus léger, rassurant, sécurisant et chaleureux, et où elle était simplement une jeune femme passionnée de moto qui menait une existence plus ou moins tranquille en compagnie de son père mécano. Ces années d'insouciance prendront fin lors d'une soirée fatidique, durant laquelle Mirko, l'amant d'Indica, sera abattu par son père et que la jeune femme n'ait rien fait pour s'interposer. Le pixel art est donc utilisé pour représenter visuellement une jeunesse dans un passé idéalisé et simplifié, avant que la vie d'Indica ne prenne un tournant drastique l'amenant au couvent. Ça, c'était la première piste qui est plus d'ordre intradigétique. Mais l'utilisation du pixel art a une autre fonction dans Indica, parler de notre rapport aux jeux vidéo et aux nouvelles technologies de façon plus globale. Une des choses qui saute tout de suite aux yeux quand on joue à ce titre,
c'est à quel point il est beau. Le travail sur la lumière, les expressions faciales d'une incroyable fidélité, la physique des vêtements qui se froissent, plient et bougent de manière extrêmement crédible, c'est juste bluffant de réalisme. Le truc, c'est que tout ce que je viens de dire là maintenant, vous pouvez le couper et le transposer sur n'importe quel jeu un peu ambitieux sorti depuis les 10 dernières années et dont les specs techniques ont déjà repoussé les limites de ce qu'on croyait possible. On est de moins en moins ébahi par les prouesses qu'offrent les moteurs graphiques parce que la vérité c'est qu'on a standardisé une façon de consommer le jeu vidéo aujourd'hui. On est tellement regardant sur des petits détails insignifiants qu'on arrive à des situations complètement ubuesques où on a des jeux qui ont droit à des remakes entiers ou des remasterisations quelques années à peine après leur sortie et au même prix s'il vous plaît. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des gens qui sont prêts à mettre 50, 60 € sur la table, juste parce qu'on a rehaussé quelques couleurs ou rajouté du ray tracing ça et là. Même des petits titres indés qui n'ont pas misé sur le photoréalisme à la base, profitent de rééditions pour inclure ces fonctionnalités propres aux jeux poussés techniquement, histoire d'être au diapason de ce qui se fait sur le marché. Mais du coup ça invalide un peu le parti pris de la DA de ces jeux-là. Quand tu utilises un moteur graphique ou un style, tu indiques un degré de lecture. Donc le modifier, même un petit peu, change la perception qu'on a du jeu. Et du coup, ma théorie, c'est que les selles en pixel art, c'est un peu une façon pour les développeurs d'utiliser la nostalgie d'Indica pour nous tendre un miroir et nous dire « Les gars, vous faites des pets de travers quand vous passez de 60 à 55 images par seconde, mais toutes ces questions, vous les posiez pas sur Super NES ou Mega Drive. Les jeux se suffisaient à eux-mêmes, et on se concentrait pas sur des menus détails. En un mot commençant, on était moins chiant. On est tellement obnubilé par la technique que le reste passe à la trappe. Pour ceux qui ont posé les mains dessus, vous trouvez pas que pour un jeu indépendant finissable en quelques heures, c'est quand même pas mal poussé niveau mécanique ? Je veux dire, il y a des phases de puzzle, de conduite, de plateforme, d'arcade, de loot, c'est plus un patchwork qu'un jeu à ce niveau. Et justement, c'est aussi ce que les gars d'Oddmeter ont voulu mettre en avant avec cette pluralité. Le jeu vidéo est plus une affaire d'esthétique que de substance de nos jours. Plus simplement, la forme l'emporte sur le fond, comme une voiture dont on aurait rendu la carrosserie impeccable à force de décennies de savoir-faire, mais dont on aurait simultanément drastiquement réduit la vitesse. Et c'est un peu dommage de devoir choisir entre le ludisme et l'esthétisme. Alors heureusement que plusieurs jeux arrivent à très bien concilier les deux, mais beaucoup s'égarent en privilégiant un versant plutôt que l'autre. Pour tout le bien que je pense des jeux d'Hideo Kojima, je ne vois pas de sitôt rejouer à Death Stranding par exemple, parce que c'est typiquement le genre de jeu qui a clairement choisi de se distancier de ses pairs pour proposer une expérience du jeu vidéo plutôt qu'une expérience de jeu vidéo. Remarque, je ne rejouerai pas à Indica non plus parce qu'on n'est pas sur un titre sur lequel on peut se mettre 10 minutes le soir après le boulot, mais il a au moins la pudeur de reconnaître ses limites tout en utilisant son propos pour livrer un message méta sur l'industrie du jeu vidéo et sur le divertissement. Et ça c'est assez rare pour être souligné, donc chapeau bas aux développeurs si telle était leur intention. Vers la fin du jeu, quand Indica échappe au geôlier qui avait abusé d'elle, il y a quelque chose d'étrange qui se produit. La caméra, qui était jusque-là à la troisième personne, bascule en vue subjective. Un peu comme le pixel art, je me suis demandé ce que ça venait faire là, surtout dans un moment où rien de particulier ne se passe. Et puis j'ai réalisé que depuis que ce changement de point de vue s'était opéré, la voix du démon qu'on entendait dans la tête d'Indica avait complètement disparu. Et clairement je vois ce revirement de caméra comme un changement d'état drastique dans l'esprit d'Indica. La jeune femme, qui jusque-là mettait ses mauvais agissements et pensées impures sur le dos d'un esprit démoniaque marchant à ses côtés, assume enfin sa part d'ombre et cesse de se déresponsabiliser en choisissant enfin de voir le monde à travers ses yeux, plutôt que via un siège passager où ses actions et pensées sont dictées par quelqu'un d'autre. Puisqu'avec la troisième personne, on avait surtout l'impression que Indica était constamment observé et influencé par quelque chose au-dessus de son épaule, alors qu'en réalité, quand on y réfléchit un peu, toutes les décisions prises dans sa vie émanent d'elle et d'elle seule. C'est elle qui a donné la clé du magasin de son père à son amant pour qu'il puisse dérober la caisse. C'est elle qui a ensuite laissé l'amant en question se faire tuer sans lever le petit doigt ni s'interposer. C'est elle qui a accepté de s'exiler dans un couvent pour étouffer sa culpabilité, sa honte et ses regrets pour avoir tué Mirko, ce qui va d'ailleurs la pousser inéluctablement à souffrir de troubles mentaux et qui la conduiront à imaginer que le diable en personne la tourmente. C'est elle qui a décidé d'ouvrir le contenu de l'enveloppe, alors que cela lui était formellement interdit. Le maître des enfers n'a jamais agi par son biais, parce que le monstre qu'elle imagine est tout simplement enfoui en elle. Preuve étant, quand Indica finit par récupérer le Coudetz, un artefact religieux inestimable censé guérir tous les maux du corps et de l'esprit, et qu'elle fait face à un miroir, c'est ça qu'elle voit. Indica, ou le joueur, tente de secouer le Coudetz pour récupérer des points de piété, dans une tentative désespérée de retrouver sa foi et sa vertu, mais même en remuant frénétiquement l'objet sacré pour avoir l'absolution, rien n'y fait. Quand Indica se revoit dans le miroir, ce n'est que pour constater qu'elle est toujours sous les traits de l'entité démoniaque. Et ce n'est qu'en ouvrant la relique et en réalisant que cette dernière est vide et qu'il n'y a aucune force mystique ou salut de l'âme stockée à l'intérieur, qu'elle peut enfin se voir à nouveau pour qui elle est. Ni sainte, ni démon,
seulement une jeune femme écrasée par le poids de sa culpabilité et qui vient tout juste de perdre totalement sa foi.